Encore ce matin, une fois de plus, des morts sur la falaise de Tchang. Prudence, contrôlons absolument nos véhicules quand nous voulons prendre la route et ne négligeons surtout pas la visite technique parce qu'ils sont très nombreux qui disent « Ah, la visite technique, là, je m'en fous ». On n'arrive pas à comprendre. Vous avez des véhicules qui sont dans un état piteux, mais qui ont la visite technique également. On se pose énormément de questions autour de cette visite technique aujourd'hui. Qui a la capacité d'avoir la visite technique? En tout cas, ce matin, la falaise a encore frappé 5 morts, une quinzaine de blessés. Condoléances à toutes les personnes attristées. Oui, nos sincères condoléances à toutes les personnes frappées, touchées, mais davantage pour celles qui restent en vie, qu'on intègre vraiment la visite technique. Ce n'est pas un luxe, parce que si vous pensez que c'est un luxe, dites-vous bien que la vie n'est pas un luxe. Tout le monde y a droit, tout le monde le mérite. Pensons à la visite technique pour s'assurer du bon état de fonctionnement du véhicule, de l'engin qu'on va utiliser. Voilà, on se retrouve avec 5 vies humaines perdues. C'est énorme quand on sait qu'on aurait pu éviter ça. En tout cas, à l'instant, du côté de Yaoundé, il est en place, M. Gilles Pierre-Son. Avec lui, naturellement, on va parler de la revue de presse, des autres nouvelles parues au Cameroun via la revue de presse. M. Gilles Pierre-Son, bonjour. C'est à vous l'antenne. Le camp enflammé de joie, bien sûr. Bonjour Patricia Akei, bonjour également à vous Thierry Carole. Malgré ces morts du côté de Tchang et pour lequel on a beaucoup de regrets ce matin, je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie comme de tradition. Vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tout chargés fort d'informations. Bienvenue à cette session sur Canal Matin et donc sur Canal International, à savoir la revue de presse du moins, la revue de presse Made in Yaoundé. On va commencer ce matin par des nouvelles en provenance de la fonction publique camerounaise. Ce sont environ 500 fonctionnaires et autres agents publics qui viennent d'être révoqués, radiés dans la fonction publique. C'est d'ailleurs le résultat définitif d'une opération de comptage physique des personnels de l'État et autres agents qui a été déclenchée il y a 2 ans, on s'en souvient, par le gouvernement de la République et notamment à travers le département ministériel en charge des questions des finances. L'arrêté qui fait suite à tout cela, c'est bien entendu un qui a été signé par Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Eh bien, c'est après la phase de contentieux. Au demeurant, personne ne s'est signalé, ce qui laisse d'ailleurs conclure à des noms fictifs d'une part, à des vrais faux noms d'autre part, ou encore à des salaires fictifs qui étaient perçus jusque-là par un certain nombre de fonctionnaires à tout le moins fictifs. Et voilà le résultat auquel on aboutit au terme donc de cette opération de comptage physique des personnels de l'État, une opération de salubrité s'agissant donc de la fonction publique camerounaise. Et voilà les résultats, les bons qui sont récoltés par le gouvernement de la République dans le corps de la magistrature. Pour parler encore de la révocation, on apprend également du journal Repère de fait Richard Touna Ombé dans sa livraison cette semaine que ce sont 6 magistrats qui ont été révoqués pour des motifs aussi divers les uns que les autres. Et là, il s'est agi d'une série de décrets présidentiels signés par Paul Biya en personne, qui est par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature. À Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, on ne parle pas de Paul Biya intuitif personnel, mais de l'institution présidentielle qui était présente et représentée du côté de la capitale nigériane, Abuja. À Abuja, il s'est agi précisément des travaux d'un sommet extraordinaire de la commission du bassin du lac Tchad. Et justement, Ferdinand Ngongor, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a représenté le Cameroun à l'occasion de ces travaux-là. Il représentait pour ainsi dire le président de la République. Principalement, les participants à ces sommets extraordinaires d'Abuja se sont attelés au renforcement de la force multinationale de la sous-région et aussi à soutenir le processus de transition du côté de N'Djamena, la capitale du Tchad voisin. En tout cas, il y a une transition qui court de ces côtés-là et les travaux d'Abuja se sont également attelés à renforcer, que dis-je, à accompagner cette transition qui se veut donc désormais paisible. Renseigne encore Cameroun Tribune dans sa livraison du jour. Hot News est également dans la même veine diplomatique et peut dévoiler ce que se sont dit Martial B. Maras et Paul Biya. L'un est l'ambassadeur de la République centrafricaine qui est d'ailleurs arrivé en fin de ce jour au Cameroun, qui est allé dire ses adieux et au revoir au président camerounais Paul Biya. Il s'en va d'ailleurs avec des bons souvenirs dans ses mallettes. Triste souvenir cependant que relève pour ainsi dire
Et Singan également en kiosque ce jour et il rappelle ce triste souvenir à la conscience collective nationale. Il est allé, lui, le journal fouillé et même bêché à Messa. C'est un quartier de la capitale gabounaise Yaoundé. Messa qui porte les stigmates des horreurs de la colonisation. Célestin Bédjigui, homme politique, en tient d'ailleurs des vestiges des corps morts des Gabounais qui rappellent les atrocités que les colons n'ont pas encore commencé à payer si l'on s'en tient à Singan en kiosque ce jour, qui est donc allé fouiller quelles ont été ces atrocités administrées à des Gabounais pendant la période de colonisation. Ceci n'est pas un crime, mais en étant si éloigné, eh bien, The Guardian Post, quotidien gabounais d'expression anglaise, au siège imposant à Yaoundé, en fait son affaire jusqu'à ce que réparation en vienne. Cela court depuis quelques temps maintenant. Encore une photographie qui choque relativement à l'axe Bamenda Babadjo. Vous le voyez, à une principale, l'élite locale qui s'en émeut depuis 5 ans maintenant, pas moins, sans succès auprès des pouvoirs publics gabounais en général et des départements ministériels en charge notamment des travaux publics en particulier, ce qui en rajoute d'ailleurs aux frustrations des anglophones, écrit une nouvelle fois Nga Christian, le directeur de publication du quotidien gabounais d'expression anglaise, j'ai nommé The Guardian Post, qui dit ainsi, qui redit d'ailleurs cette marginalisation ce matin. Bamenda Ounaki, pourtant le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple gabounais, dont parlait l'action du comité central de cette formation politique ce matin, le RDPC qui vient de gagner à Banganté dans le département d'Indé, malgré les grincements des dents qui ont jalonné le processus de désignation du maire, selon le journal L'Action édition de ce jour. Eric Niad au départ et à l'arrivée, eh bien, la section RDPC Ndé Nord sort de l'eau, signale pour ainsi dire Richard Ngokse, qui est donc le président de la dite section. Ouest Eco est en kiosque et il nous maintient d'ailleurs dans la région de l'Ouest Cameroun et à Demdeng précisément, où la succession du professeur Lazare Koptué est désormais ouverte pour le remplacer à la tête de la mairie. Eh bien, le duel mettra aux prises Tchenangom au professeur Medan Fogué. On dira ainsi, un professeur peut en cacher un autre. Le jour, très loin de là, a vu la honte s'abattre sur le drapeau national. C'est au sujet de la délégation gabounaise partie du pays pour aller participer à un tournoi du côté de la Russie, un tournoi de boxe. Le journal Le Quotidien Bleu édition de ce jour nous informe que le carburant est ce qui a le plus manqué, qui a donc le plus fait défaut à la délégation gabounaise, obligée de suspendre le voyage à Dubaï, à 1000 lieues de la destination finale, c'est-à-dire la Russie. Retour à la maison avec Info Matin de Dieudonné Mveng pour parler de Covid-Gate ce matin. Eh bien, le journal reparle de ce phénomène-là avec une menace, oui, une menace qui plane et pèse d'ailleurs sur un certain nombre de personnalités de la République au-dessus des membres du gouvernement. Il s'agit d'une part du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, et d'autre part du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor. Ce sont les deux donneurs d'ordre, si l'on s'en tient à un certain nombre de déclarations qui sont contenues dans ces auditions qui ont donc été livrées et faites devant le TCS par ceux qui ont déjà eu le privilège de passer par devant les fins limiers de cette institution judiciaire au Cameroun à propos du Covid-Gate. D'ailleurs, renseigne encore Info Matin, beaucoup disent n'avoir ni reçu ni géré l'argent du fonds Covid. La revue de Patriote traitant également de cette question ce matin s'y attelle avec emphase, puisque bon an, mal an, eh bien, beaucoup de chefs de département ministériels, pour parler des ministres, n'ont pas jusqu'ici reçu en espèces et même en nature leur dotation financière issue donc du fonds Covid. C'est déjà arrangé parmi les éléphants blancs de la République du Cameroun, semble donc prétexter le journal qui a pour ainsi dire appris à relativiser les agissements de l'homme lion ces temps derniers, y compris en matière économique. Eco Matin parle de Paul Biya, le président camerounais, cette fois sur le terrain bancaire, rendre à la CBC, à la famille Fotso, telle est donc la volonté présidentielle, affirme Eco Matin, ce qui signifie que l'État va procéder à la cession de près de 98% de ses parts, mais il faudra un dépôt préalable. Renseigne encore le journal, dépôt préalable en termes de fonds par rapport à la famille Fotso. L'économie quotidienne nous porte cette fois-là vers un large spectre de la grande zone économique qui est en construction, c'est-à-dire la fusion entre la CEMAC et la CEAC,
Les avant-projets sont d'ailleurs en examen dans la capitale gabounaise et Yaoundé, selon l'économie quotidienne. Preuve que le dossier ne sera pas rangé au placard dans les oubliettes. Les choses avancent, certes, avec une vitesse qui n'est pas celle que certains auraient souhaité, mais les choses avancent tout de même. Du sport et du football, en dehors du stade ce matin, prêtons-nous au jeu donc de la primaire de l'info, également en kiosque ce mercredi. La primaire de l'info qui est en kiosque, si jamais des doutes persistaient au sujet justement de la CAN que le Cameroun doit abriter dès le mois de janvier prochain, il faut s'en défaire totalement. Confie donc la primaire de l'info. Eh bien, Paul Biya va savourer sa CAN. Ce sera dès janvier prochain. Toutes les confirmations ont d'ailleurs été faites par cette mission conjointe CAF, Confédération africaine de football, et bien entendu FIFA, une mission qui vient donc de séjourner en terre camerounaise. Néanmoins, le quotidien Émergence, lui aussi par essence ce matin, fait savoir que la Confédération africaine de football, la CAF, exige du Cameroun d'autres infrastructures sportives. Il s'agit des stades d'entraînement plus doux et en quantité, mais les assurances, renseigne encore le journal, ont été données par le gouvernement de la République via le ministre des Sports et de l'Éducation physique. J'ai nommé le professeur Narcisse Moulay Kombi. Le professeur peut également faire bon voisinage avec le MINCAF, le ministre camerounais en charge des domaines cadastres et affaires foncières, qui salue Yannick Noah à une principale du quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo. L'enfant prodige est au bercail. Il veut partager ce qu'il sait le mieux faire aux générations futures, à savoir jouer, oui, faire du tennis. Selon le quotidien Mutation, son intention est l'acquisition de quelques 6000 mètres carrés avec l'aide d'Henri Eyébé ici le ministre en charge des domaines cadastres et affaires foncières. C'est le sens donc à donner à cette audience d'un cahier de retour au pays natal, signé donc Yannick Noah. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi, stop fin. Et évidemment, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain quand il sera 7h. Pour l'heure, rendons-nous du côté de Douala. Retrouvez l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipkio, royalement installé dans les studios de Canal de Douala, la capitale économique du Cameroun. Je lui passe le pouvoir, je lui passe le relais pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael. C'est à vous, à Douala. Au GPE, très bonne journée à Yaoundé. La suite à Douala avec le messager qui nous reparle de Covid-Gate ce matin avec ce rapport de la Chambre des comptes qui fait parler. Depuis quelques jours maintenant, le journal est allé mener son enquête pour comprendre comment le secrétaire général de la présidence de la République a repris le pouvoir dans ce dossier sur la base d'un rapport vertement critiqué jusqu'ici par le gouvernement. Le SGP a réussi à s'adjuger la gestion de la lutte contre le Covid-19 et neutraliser ses nombreux adversaires. La fête aujourd'hui au niveau de la justice avec des enquêtes qui ont été ouvertes. Quid de la task force qui s'apparente comme un camouflet. L'enquête du messager sous la plume de Jean-François Chanon a retrouvé en page 3 du journal paru ce mercredi et le pied de une du même journal. Le messager nous parle des questions liées à la justice au Cameroun avec cette sortie d'un avocat. Il est ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, président de l'Union des avocats de l'Afrique centrale UNAC. Il s'appelle Patrice Monté. Où va le barreau du Cameroun? C'est le titre révélateur de cette tribune qui fait le procès du barreau du Cameroun, à retrouver en 2 pages dans les colonnes du messager aujourd'hui. La Nouvelle Expression en fait d'ailleurs sa grande une ce matin. Le procès du barreau du Cameroun par un ancien bâtonnier, Patrice Monté, qui interpelle ses confrères. Il fait l'autopsie de leur ordre et place les avocats face à leurs différentes responsabilités. En regardant aujourd'hui cette noble et digne profession, l'on serait tenté de dire, comme un éminent confrère, écrit-il, avocat au barreau de Paris, qui a choisi pour le titre de l'un de ses livres sur l'avocature, « Rien ne va plus ». Eh bien, dit-il justement dans le journal La Nouvelle Expression ce jour, rien ne va plus au barreau du Cameroun. Le barreau est en crise qui s'est aggravée par le décès du bâtonnier en exercice, événement tragique, inédit et d'une grande tristesse. Il faut
donc rebâtir la maison commune, le barreau du Cameroun, sur un socle plus fort, plus solidaire, plus uni. C'est une œuvre difficile mais exaltante qui doit être menée sans tarder, ici et même maintenant, faute d'une orientation nouvelle, écrit Patrice Monté, fondée sur des réflexions nourries, le barreau s'enlisera dans le bruit et la fureur et il apparaît aujourd'hui comme tétanisé par les événements de l'heure, recroquevillé sur lui-même, subissant une lente agonie. Le barreau n'est pas, précise-t-il d'ailleurs, il faut le rappeler solennellement pour lever toute ambiguïté contre le pouvoir, mais il constitue, de par sa nature et son essence, un contre-pouvoir légal et légitime qui peut prendre position sur des sujets de société qui interpellent les citoyens. De nombreuses interpellations comme ça pour noter à la fin, Patrice Monté justement, que l'indépendance du barreau est pour chaque citoyen un rempart contre les colères, les atteintes du pouvoir, contre les violations du droit, contre les persécutions injustes. Tout est à craindre si elle est mutilée. Rien n'est à redouter si elle est respectée. Nous devons donc nous souvenir que l'avocat est toujours à côté de l'homme qui souffre, conclut Patrice Monté dans cette tribune publiée en intégralité par la Nouvelle Expression aujourd'hui, tribune dans laquelle il fait l'autopsie de l'ordre des avocats du Cameroun au moment où l'honorabilité de ses confrères plus que jamais mise à rude épreuve dans l'exercice de leur profession. La Nouvelle Expression nous amène également dans le nord-ouest du Cameroun, le nord-ouest justement, pour parler de ces 4 soldats tués dans le département du Mui. Le redoutable terroriste ambazonien nommé Nopiti, qui avait tué 5 soldats à Galim, serait l'auteur de cette nouvelle attaque dans cette localité. Hier, mardi, des images ont été publiées sur des réseaux sociaux, d'images publiées par des leaders de ces groupes armés qui opèrent dans le département du Mbuy, région du nord-ouest, où des éléments de ces groupes terroristes présentaient le bilan d'une de leurs opérations contre les forces de l'ordre dans la localité de Lessine. Dans cette vidéo de plus de 2 minutes, ces terroristes de Nopiti présentaient tout un arsenal militaire récupéré après une attaque, selon eux, de la brigade de Lessine. On pouvait y voir des fusils, des AK-47, des munitions, des chargeurs, des grenades, pistolets, des gilets pare-balles, des militaires de la police ainsi que des uniformes. Une moisson, selon eux, qui ont indiqué dans cette vidéo avoir tué 4 soldats, dont le commandant de la brigade de Lessing où l'attaque s'est produite. Et la Nouvelle Expression n'a pas pu vérifier l'information, mais a cependant joint le préfet du Mbuy au téléphone, qui lui a confirmé la mort de 4 gendarmes sans aucun autre commentaire, conclut le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. Kalara est également paru ce mercredi et nous reparle de ce rapport de la Chambre des comptes du Cameroun qui pue la manipulation. C'est un nouvel épisode dans cette affaire qui secoue le pays depuis quelque temps sur la base d'un document controversé arrivé en plus de façon informelle à la présidence de la République. Le chef de l'État a déclenché une enquête contre des personnes dont les membres du gouvernement suspectés d'avoir illicitement géré les fonds alloués par l'État l'année dernière à la lutte contre le Covid-19. Le spectre de l'emprisonnement plane d'ailleurs sur une vingtaine de membres du gouvernement et certains de leurs collaborateurs. En 4 questions suivies de réponses, Kalara fixe ses lecteurs ce jour sur les faces cachées d'un processus qui cache justement mal des luttes de pouvoir en se garant de s'appesantir pour le moment sur les faits éventuels reprochés aux uns et aux autres. Que se passe-t-il réellement au tribunal criminel spécial? Qu'est-ce qui a déclenché l'affaire? Jusqu'où peut aller la justice dans celle-ci? Quid du rapport d'audit de la Chambre des comptes? Christophe Obiokono nous annonce que le vrai rapport d'audit est annoncé pour les prochains jours, ce que le TCS réserve justement à ces mises en cause des questions avec réponse dans un dossier, dans une enquête menée par le journal l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire à retrouver en kiosque ce mercredi. Le pied de une de ce même journal revient sur des témoignages d'Edgar Alain Mebengo, l'ancien ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense du Cameroun, qui a commencé à donner sa version des faits devant
le tribunal criminel spécial au sujet de la dizaine d'infractions retenues contre lui en rapport avec son séjour à la tête du département de la Défense entre 2009 et 2015. C'était mardi dernier, 25 mai, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le concerné a fait une déclaration liminaire que le journal Kalara publie presque en intégralité ce matin. Pendant une trentaine de minutes et dans une salle comble, il a parlé de ses déboires avec son épouse, un avant-goût de la première partie de son interrogatoire dont le compte rendu sera publié dans la prochaine édition du journal Kalara. L'annonce est faite dans l'hebdomadaire du Monde juridico-judiciaire en kiosque ce mercredi. Rendons-nous à l'extrême nord du Cameroun avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui nous amène au parc national de la Benoué, au nord du Cameroun, avec plus de 360 nouveaux orpailleurs clandestins qui ont été interpellés. Cette aire protégée passe pour être le nouveau repère des malfaiteurs dans cette partie du pays. L'armée a encore traqué des orpailleurs dans ce parc. C'est ainsi que 330 d'entre eux ont été interpellés, dont 196 Tchadiens qui se sont enfuis dans la nuit. Des 134 Camerounais pris. Une partie aussi a pris la poudre d'escampette et une quarantaine a été mise à la disposition de la brigade de gendarmerie de Gamba pour exploitation. Ce sont des faits. De fait, 4 campements qui ont été détruits, notamment en Trégabon, ancien Kakara et Karakara. Le matériel récupéré par l'armée est constitué des motos, des motopompes, des centaines de pelles pioches et des baramines. Et le journal nous livre d'ailleurs la réaction du conservateur du parc national de la Benoué, Achille Mengameya. On va vers la semi-industrialisation de l'orpaillage clandestin, dit-il dans les colonnes du journal. Parole également au colonel Dominique Djoka, commandant de la 31e brigade d'infanterie motorisée. Pour lui, l'insécurité dans le nord et dans l'Adamawa du Cameroun réside dans ces divers parcs. Il s'exprime dans les colonnes du journal L'œil du Sahel en kiosque ce mercredi, qui nous parle également de Maroua. Maroua qui est sans monument historique, vieille ville historique. Maroua, jadis présentée comme la capitale la plus belle des régions du Cameroun, aujourd'hui, elle ne se distingue pas seulement par le mauvais état de ses routes, mais aussi par l'absence des monuments historiques dignes de leur nom. Le journal a mené l'enquête dans cette ville. Les résultats à retrouver dans les colonnes de l'œil du Sahel en kiosque ce jour. Et l'œil du Sahel, on passe à Horizon. Un magazine, Horizon Plus magazine en kiosque ce jour, Horizon Plus magazine qui nous parle de la communauté du Grand Nord de Douala avec Mohamedou Bayero Fadil qui accepte enfin le bilan de Sa Majesté Kaché Nasser, qui accepte le bilan de l'homme, qui propose justement la rotation des postes au sein du Conseil des sages de cette institution. Cette décision fait suite à la nécessité de réorganisation du bureau du Conseil des sages dans l'optique d'un fonctionnement plus efficace dans l'intérêt de la communauté du Grand Nord, un système de rotation auquel il souscrit et qui, de l'avis de tous, semble plus adapté à la configuration actuelle de la communauté du Grand Nord à Douala et ses environs, sera soumis aux membres du Conseil des sages dans les tout prochains jours et sera adopté après discussion et échange sur les différentes propositions pour redorer le blason de cette association, la communauté du Grand Nord, écrit le journal Horizon Plus, magazine en kiosque ce jour. Planète Verte Info, un autre magazine est paru ce jour, Planète Verte Info, le magazine qui parle de l'Afrique pour une planète verte, justement paru ce jour, revient sur l'énergie solaire, un dossier sur la question de l'énergie solaire. La République de Corée qui séduit par l'expertise et le professionnalisme de l'entreprise camerounaise Berto Tech dans la réalisation du projet d'électrification par énergie solaire de 120 ménages dans la commune de Kolafamba, dont de la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est donc un événement pour le Cameroun. Les questions de résorber le déficit en énergie électrique dans ces parties du pays et l'arrivée de l'énergie solaire se pose donc comme
comme une chance pour cette partie du pays, Kola Famba. Et le projet devra s'étendre, nous rappelle le journal Planète Verte Info, dans d'autres régions du pays. Événement en Afrique avec le compte-rendu du voyage virtuel d'études pour les associations nationales des énergies renouvelables d'Afrique subsaharienne francophone, tenu du 23 mars au 20 avril dernier, organisé par l'Alliance pour l'électrification rurale et Solar Power Europe et soutenu par Get Invest, justement le journal dans son dossier consacré à l'énergie solaire, les énergies renouvelables, parle également du Burkina Faso avec le changement climatique, protection du couvert forestier, le pays des hommes intègres qui s'engagent effectivement à lutter contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire intéresse également Planète Verte Info avec le développement durable, gestion moderne des ordures, des centres de transfert et d'enfouissement opérationnels dans de nombreuses parties du pays, écrit le journal Planète Verte Info en kiosque aujourd'hui. Cameroun Express est également paru ce jour. Cameroun Express avec à sa une un homme très connu dans des campus universitaires au Cameroun et également très connu des médias camerounais. Il s'appelle Pierre Alaka. Le journal le présente aujourd'hui comme un homme multidimensionnel. Pour ceux qui ne côtoient les amphis des universités et autres grandes écoles et qui l'ont seulement découvert sur le petit écran ou au cours des débats, il s'est toujours distingué à travers des interventions à la pertinence avérée. Ils devront savoir que le professeur Pierre Alaka est un fiscaliste de haut niveau, professeur d'université et conseil fiscal agréé CEMAC. Il est davantage un expert en chef du cabinet conseil fiscal P2A, conseil basé à Douala au Cameroun avec des annexes dans les autres pays de la CEMAC, et surtout son expertise est conseillée à tous parce que reconnu. Si son patronyme est difficilement dissociable du domaine des finances, c'est parce que l'homme, en plus d'être titulaire d'un doctorat en droit public, finances publiques et droit fiscal de l'Université Paris 2, est diplômé de l'ENI et de l'ENA de Paris. Il a exercé au Cameroun en qualité d'inspecteur des impôts, mais davantage, on le retrouve dans les amphis des universités et grandes écoles de notre pays. C'est également un écrivain accompli, une tête bien faite et bien pleine qui n'entend garder toute cette connaissance pour lui seul. C'est dans sa réelle volonté de partager qu'il n'a de cesse de commettre des ouvrages dans le domaine qui est le sien, prolixe et prolifique. Il a mis à la disposition des documents se rapportant aux procédures contre la matière fiscale dans l'espace OADA. Le journal dresse son portrait aujourd'hui avec ses réalisations concrète de l'homme sur le terrain, et Cameroun Express qui parle aussi de ce service d'ophtalmologie désormais ouvert à l'hôpital du district de Lorwaba. Avant, dans les hôpitaux du district, il était difficile d'obtenir une consultation ophtalmologique. Eh bien, les malades étaient obligés soit d'attendre les campagnes, soit d'aller se faire soigner dans certains grands centres hors de la ville, voire de la région. Eh bien, désormais, l'hôpital du district de Lorwaba est doté d'un service d'ophtalmologie de pointe ouvert au public, nous renseigne Cameroun Express Magazine. Et on termine avec un autre magazine, cette fois-ci de sport, le sportif. Magazine qui nous reparle des infrastructures pour les championnats. Au Cameroun, le challenge gagné du Cameroun en termes de construction des infrastructures. Le sportif magazine nous présente ces différentes infrastructures, stades qui ont été érigés pour l'organisation d'abord du championnat d'Afrique des Nations et en plus cette fois-ci pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Et d'ailleurs, l'éditorial du directeur de la publication du Sportif Magazine, Jérôme Albert Ngoudier, revient sur la qualité, le professionnalisme dans le sport. Investi dans le sport, c'est construire, développer et rassembler un pays à travers l'excellence et le dynamisme. Et ce magazine, le Sportif Magazine, ce magazine de valorisation de tous les sports, nous entraîne ce jour vers l'organisation par le Cameroun du championnat d'Afrique des Nations, des acteurs du changement positif du sport et des sportifs à travers la compétence, l'excellence et les réalisations. Dans cette édition, le journal refait un retour sur le CHAN 2020 qui sera donné d'en savoir plus sur les hauts et les bas de l'organisation de cette compétition, les performances des sélections qui ont pris part à celle-ci. Le journal se projette également sur la Coupe d'Afrique des Nations. Désormais, le magazine relooké reposera entre les mains de véritables professionnels qui, loin des polémiques viles, des débats partisans et stériles, rendront compte des faits
et valoriseront l'effort et les performances des différents acteurs du sport et en particulier des athlètes. Et d'ailleurs, ils sont mis en exergue à la une du journal. Francis Ngannou, la reconnaissance du prédateur. Fulbert Ivan Yougla, meilleur joueur de l'AJSIC. Étienne Eto'o, la réincarnation du père. Ramsès Lonlac, le retour programmé de la basketteuse au Cameroun. Tout un dossier à retrouver dans le Sportif Magazine en kiosque ce mercredi. Voilà, Michael Tukio, peut-être pour rester dans l'actualité au Cameroun avant d'aller au-delà de nos frontières. Encore hier, mardi à 20h, situation tragique une fois de plus du côté de la falaise de Tchang. Au carreau, 5 morts et de nombreux blessés. Remis en question une fois de plus l'état des freins de ce véhicule qui faisait du ramassage. C'est curieux. C'est curieux, on a le sentiment finalement, et c'est une affaire triste, hein, c'est le lieu peut-être de s'incliner devant la mémoire de tous ces morts-là, de toutes ces personnes qui sont disparues. Hier soir, on parle d'au moins 5 personnes qui sont décédées sur place, sur le carreau, et une quinzaine qui seraient dans des hôpitaux, notamment l'hôpital du district de Tchang, en ce moment après cet accident tragique, malheureusement. Le temps passe, les choses ne changent pas, les choses se produisent de la même façon. Malheureusement, on a le sentiment qu'on ne tire pas des leçons des choses passées. Encore un véhicule qui procède à des ramassages, parti de Bouddha, passé par Tchang, avec des personnes ramassées comme ça sur le chemin, que l'on met dans ces amas de ferraille finalement, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, et qui trouvent la mort quelque temps seulement après dans cette falaise devenue pratiquement la falaise de la mort. Ça, il faut le dire également, en ce lieu. Et puis, on parle de système de freinage défectueux de ce véhicule qui a fini sa course sur un talus. 5 personnes en sont mortes, mais ça nous rappelle notre accident qui est survenu il y a très peu seulement. Voilà, une cinquantaine de morts dans cet autre accident-là. Et puis, on a vu le balai des membres du gouvernement descendus sur place, qui sont allés poser des gerbes de fleurs et tout. On a le sentiment que les choses n'ont pas été faites en amont pour éviter que ce type de tragédie ne se produise à nouveau. Parce que laisser des véhicules qui procèdent à cette sorte de ramassage, qui traversent des villes et des villes, qui travaillent des contrôles de police, de gendarmerie et autres, des contrôles parfois des agents du ministère des Transports qui disent être des agents de la prévention routière et bien d'autres, mais qui laissent passer ces voitures en question dans des états parfois très piteux, horribles, et qui partent semer la mort de cette façon. Je crois que c'est le lieu de s'offusquer effectivement. Mais que font ces centres de contrôle de visite technique finalement? Ça remet finalement en question la question de la visite technique. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir la visite technique dans ce type de véhicule? C'est là où le bas blesse, effectivement. Vous voyez des véhicules, des amas de ferraille, comme j'ai appelé tout à l'heure, qui ne sont pas habilités à rouler, mais qui ont, quand vous les interpellez, ils vous présentent des documents, documents qui ont été signés dûment par les autorités, qui attestent qu'ils détiennent un document, ils détiennent des documents justement qui attestent qu'ils étaient dans un centre de contrôle de visite technique et qu'ils se sont vus délivrer justement un permis de circuler, si on peut appeler ça ici, et qui fait croire que le véhicule en question est en bon état, il n'y a aucun problème, mais sauf que quand il se met à circuler, quelques temps après, on vous dit qu'il a perdu les freins. Mais vous demandez si le centre de contrôle de visite technique où le véhicule en question est passé avait des appareils défectueux pour ne pas constater que le véhicule en question n'était pas en état. Mais quand vous voyez l'état physique même du véhicule, avant même de passer à la machine pour procéder à de nombreux tests, quand vous voyez l'état physique du véhicule en question, vous comprenez que ce n'est pas une voiture, c'est un tas de fer, finalement, où on embourbe des gens, où on met des gens pour aller tuer quelques minutes seulement après. Non, c'est extrêmement curieux, c'est très gênant, c'est une situation horrible et c'est le lieu peut-être de revoir le processus de délivrance de ces visites techniques-là à de nombreux véhicules. Je crois qu'on a même revu le processus. Quelqu'un nous parlait il y a quelque temps d'un processus qui voit des visites techniques qui se fait délivrer depuis Yaoundé, qui donne son accord et autres, mais on a le sentiment qu'absolument rien n'a changé. Mais bien d'autres circulent d'ailleurs sans avoir ce document. Vous savez comment ils font pour traverser ces postes de contrôle de gendarmerie, de police, de prévention routière et tout. Nous savons tous comment ils font pour traverser tous ces postes.
postes-là, ne détenant aucun document. Parfois, des chauffeurs qui n'ont pas de permis de conduire, n'ont pas de visite technique, n'ont aucun document pour un véhicule qui roule, qui porte des gens, roule à tombeau ouvert et va tuer des citoyens comme ça de façon gratuite, aussi simple, de façon aussi bête. Voilà, donc c'est extrêmement gênant. Je crois qu'il faut revoir tout ce processus-là, tout ce procédé et que des gens prennent un peu conscience eux-mêmes. Quand vous portez des vies dans ces histoires que vous appelez voitures, des gens que vous partez tuer de cette façon, de façon aussi simple, non, c'est quand même horrible, c'est quand même horrible, c'est gênant, c'est le lieu de s'en offusquer. Nos autorités doivent faire quelque chose, frapper du poing sur la table. Souvenez-vous du dernier accident dont nous parlions tout à l'heure, Thierry. On nous rappelle que le véhicule en question, ou alors même celui qui transportait le carburant, ils avaient traversé de nombreux postes de contrôle et tout, ils avaient monnayé et bien d'autres, ils sont passés, ils sont allés tuer des gens par après. Rien ne nous fait croire que pour le cas d'hier, ça n'a pas été la même chose, mais c'est extrêmement gênant. Quand vous prenez de l'argent à un individu qui conduit un tombeau, qui conduit un cercueil roulant et qui va tuer des gens après, pouvez-vous être tranquille après? Et quand vous avez des images devant vos yeux, qu'est-ce que vous dites? Et quand vous dites que ce véhicule m'a Quand vous dites je l'ai laissé passer tout à l'heure, sachant peut-être que le véhicule en question ne pouvait pas rouler jusqu'à destination, mais vous l'avez laissé partir parce qu'il vous a donné 1000 francs, 500 francs CFA, comment vous vous sentez après avec votre conscience? Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut revoir. Si nous ne prenons pas conscience, c'est extrêmement terrible. C'est des accidents comme ça, on les enregistre tous les jours, mais on en parle chaque jour. Les mêmes causes produisent les mêmes effets finalement. Et on va repartir poser des gestes de fleurs, on va chanter, on va suspendre l'agence en question. Laisse à savoir si c'était une agence de voyage déjà. On va suspendre le conducteur. S'il n'est pas mort lui-même, on va dire on retire son permis et tout. Mais après, il y aura un autre pour refaire la même chose. Non, c'est horrible, c'est terrible. Et il faut noter justement que ces images que nous avons là nous viennent de notre correspondant dans la Menoie, Éric Matané, qui était sur place lui-même hier soir avec des personnes qui ont été conduites dans des hôpitaux, une quinzaine de blessés, peut-être un peu plus d'ailleurs ce matin, mais jusqu'à hier soir, on a enregistré 5 morts dans cet accident tragique de la circulation à la falaise de Tchang, dans la région. On va une fois de plus saluer la bravoure des populations de ce côté et surtout de la gendarmerie qui a immédiatement fait le déplacement pour pouvoir rapidement transporter ces personnes blessées à l'hôpital. Mais en tout cas, ce matin encore, c'est une situation tragique. Revoyez un petit peu l'état de vos véhicules. D'ailleurs, les véhicules, quand on voit la route, on se pose la question à savoir comment est-ce que ce véhicule fait pour rouler. On devrait normalement taper ce propriétaire du véhicule et foutre en fourrière. C'est formidable. Et même dans la ville. Même dans la ville. Vous avez des voitures qui dégagent un dioxyde de carbone sans pareil. Ça, c'est le cas du transport interurbain. Et figurez-vous, Thierry, pour le transport urbain, même vous avez des taxis. Aucun pot de phare. Que ces exemples ici dans la ville. Il n'a rien du tout. Comme ça, qui n'ont absolument rien, mais qui roulent de nuit, qui n'ont pas de phare, qui n'ont absolument rien, qui roulent avec des pneus qui tremblent, comme ça, qui sont prêts à s'arracher à tout moment. Mais ils roulent de phare, ils roulent allègrement, tranquillement. Ils passent tous les contrôles de police, ils n'ont aucun souci, ils sont inquiétés par personne. Et le phénomène de cargo, vous vous souvenez de ces cargos, les cargos qui sont de retour, ça revient pas simplement, ils sont déjà là, ils sont de retour, ils sont royalement installés. On connaît les points de chargement, d'ailleurs, ils sont dans de différents coins, pourtant ils ont été interdits. Pourquoi? Justement pour avoir semé la mort. On se souvient dans les années antérieures, ces cargos qui ont tué des gens avec des accidents bizarres qu'on enregistrait dans la ville de Douala précisément, mais ils sont de retour et continuent de rouler dans des états incroyables. Vous pouvez vous faire blesser simplement en rentrant dans ces amas de fer là et puis choper un tétanos qui peut vous conduire à la mort. Donc c'est des affaires comme ça qu'il faut revoir absolument. C'est un secteur dans lequel il faut vraiment travailler. Il faut absolument travailler, remettre de l'ordre pour mettre un terme à cette sorte de laisser-aller qui laisse chacun faire ce qu'il veut et à la fin, on enregistre des morts. Quand il y a mort d'homme, je crois qu'il faut s'arrêter un instant et se demander qu'est-ce qui n'a pas marché ici et faire quelque chose. Et à ces propriétaires, d'ailleurs, on leur demande d'être conscients parce que dites-vous que dans ce véhicule, ça peut être votre frère qui va passer du vie à trépas. Donc, soyons conscients dans tout ce qu'on fait pour éviter de se retrouver face encore à ce type de situation comme ce qu'on a vécu hier du côté de la falaise. Avec tout ce qui vient d'être dit, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité quand même qui ont été relevés. Oui, et je voudrais, moi, parler de nous-mêmes, les usagers, les utilisateurs de ces engins. Vous n'êtes pas obligé de les emprunter, par exemple. Rien ne vous oblige. À un moment, commencez par vous aimer vous-même, par vous préserver de vous-même, avant que les forces de l'ordre n'aient à sévir. Il y a un taxi qui se gare pour vous dire on va où? Et bien, quand vous regardez l'état du taxi, vous avez le droit de décider de ne pas monter. C'est pareil quand vous regardez, par exemple, l'état de la voiture de transport en commun qui s'arrête pour vous prendre. Vous pouvez dire non, je ne monte pas, désolé. Peu
importe si on va vous lancer le racheter votre rachète ta voiture et tout ce qui va avec, vous avez le droit de dire non. Et après, je ne sais pas si j'ai le droit de prendre cet état de choses, mais je pense que quand les choses ne marchent pas, quand il y a mort, quand il y a des pertes de vies humaines, il faut aller chercher vraiment plus loin. Je ne sais pas si c'est ici que je dois poser la question, mais est-ce que nos forces de l'ordre sont bien payées? Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être s'asseoir avec eux, revoir leur parler et revoir quels sont leurs problèmes pour qu'on se rende capable de laisser passer un acte qui va par la suite produire des pertes énormes en vie humaine. Aujourd'hui, on a des personnes qui touchent des millions de francs CFA et qui volent quand même. Qui volent des milliards. Qui volent des milliards. La question n'est pas au niveau du paiement. La question au niveau de la mentalité, tout simplement. Je voudrais revenir sur ce que Patricia a évoqué tout à l'heure, qui est très important. Nous, les usagers, nous-mêmes. Alors, c'est-à-dire que vous avez un voyageur, vous avez quelqu'un qui se retrouve en Bouddha, pour parler du cas de Bouddha, parce qu'on parle d'une voiture qui est partie en Bouddha, qui veut retourner à Douala par exemple, ou bien qui veut aller à Konsamba. Mais il existe bien des agences de voyage agréées dans ces villes-là et tout. Non, on ne peut pas être pressé pour aller mourir. Il vaut mieux aller lentement et être sûr d'arriver que d'être pressé et aller mourir sur la route. Alors quand vous tenez en route et que vous faites de l'autostop, vous rentrez dans ces cercueils roulants-là, vous n'êtes pas sûr d'arriver à destination. Nous, les usagers, effectivement, nous devons faire très attention à ce type de choses, parce que si le monsieur qui a ce véhicule-là, ce véhicule entre guillemets, qui fait du ramassage et qui passe de ville en ville pour ramasser des gens, s'il n'a pas de passagers, il ne continuera pas de toutes les façons, il arrêtera sa besogne. Mais tant qu'il a des passagers, il continuera de ramasser les gens, il ramassera des candidats à la mort qui iront mourir de cette façon, de façon aussi bête et horrible, endeuiller des familles et autres. Donc, les usagers devraient également prendre conscience de cet état de choses. Allez dans des agences de voyage agréées qui existent dans des villes. Vous faites enregistrer sur un manifeste de voyage. Et vous prenez la route. En cas même d'accident de circulation, on peut vous retrouver facilement. Vous pouvez identifier et bien d'autres. Donc, c'est sur cette route de l'Ouest, c'est vrai qu'il y a une grosse problématique. Et maintenant, d'autres personnes vous diront, elles ont un problème d'argent. Le gars qui fait le ramassage va prendre peut-être 2000 ou 2500 pour Bouddha, pour Douala, alors qu'en allant à l'agence de voyage, on demandera 4500. Mais encore que dans ces agences de voyage, il faut payer moins cher pour mourir après. Michael, encore qu'il y a un problème dans ces agences de voyage où le prix varie en fonction du temps. Il n'y a pas un prix standard. Aujourd'hui, vous payez 2500. Quand il y a les passagers, on paye 3500. Après, c'est 5000. Après, c'est 6000. Je pense qu'également, le ministère des Transports, le carburant n'augmente pas. Il faut qu'on essaie de revoir ça aussi à ce niveau. Effectivement, c'est un véritable problème. Un gros problème. Dans cette ville, par exemple, je crois que c'est une situation qui peut se comprendre aussi. En semaine, vous avez un prix, un tarif pour aller à l'ouest, par exemple. Le week-end, vous avez un tout autre tarif. Et les tarifs varient d'une agence de voyage à une autre. C'est-à-dire que l'agence de voyage X a son montant, l'agence de voyage Y a son montant, mais l'agence de voyage Y où vous êtes supposé payer plus cher ne vous offre un service supplémentaire qui vous fasse payer plus cher. Donc, je crois que c'est des petites choses comme ça, mais il y a des prix homologués, effectivement, qui existent. Qui ne respectent pas, qui ne sont pas la route de l'Ouest. Les agences de voyage n'ont pas un prix homologué. Chacun fixe son montant selon la tête du client, selon la période. En journée, vous avez un prix, le soir, vous avez un autre prix. On fixe des prix comme ça et puis on est obligé de payer. Les usagers sont obligés de payer. Alors, nous sommes des vaches à lait qu'on peut traire comme on veut. Et puis, voilà. Et puis, on regarde la situation pourrir. Non, je crois que c'est des choses qui doivent être faites, qui doivent être régulées. Et des prix homologués doivent être respectés. On doit insister pour que ces responsables d'agences-là les respectent tout simplement. Ça doit être le cas pour toutes les agences. Mais si vous offrez un service supplémentaire, par exemple ce qu'on appelle les bus VIP, VIP, ce n'est pas simplement de mettre la climatisation dans un bus et dire VIP. Certains se limitent à ça. Si la climatisation fonctionne d'ailleurs. Donc il ne suffit pas de ça. Mais je crois que si on offre un service supplémentaire, oui, on peut dans ce cas-là augmenter le tarif. Mais quand vous n'offrez rien de supplémentaire, vous augmentez le tarif. Aujourd'hui, on paye 3500. Demain, c'est 4000. Après, c'est 5000. Il y a des jours où vous payez 6000 francs pour aller à l'ouest du pays. Pendant la période de vacances, pendant la période de vacances, dans la même journée. Voilà. Donc, je crois que c'est des situations qui doivent être revues. On doit revoir tout ça. Et quand des usagers qui ne peuvent pas payer se retrouvent un peu déçus, vous les voyez au rond-point des dos ici. Ils sont massés, courant derrière ces tas de ferrailles justement qui passent, qui les ramassent. Et après, on vous dit, il y a un accident à tel endroit, accident à tel endroit, et on ne parvient même pas à identifier les morts. C'est terrible quand même. Voilà qu'ils ont dit ce matin. J'espère que les concernés ont pris note et qu'ils vont certainement apporter un petit changement à cette situation-là. Michael, merci. Merci. À demain. Alors, le même plaisir. Allez, on se prend la pluie Patricia Key. Oui, on fait ça tout de suite. On se retrouve après pour la deuxième partie de Canal Matin. À tout de suite. 7h43.